Je fais moins bien que Yves. Qui voit la difficulté. Donc, bienvenue au grand séminaire. Donc aujourd'hui, on va parler nanosatellites et directeur de recherche CNRS, ancien directeur des DRAP, qui va représenter Et désolé pour les retardataires, parce que je ne pourrai pas les accueillir. Oui, 60 personnes. Pas mal dans la salle. Alors, j'avais le droit de faire ça parce que je suis assez loin de tout le monde. Si ça dérange quelqu'un de moi, alors, parce qu'il y a 2 ans, on a organisé la révolution du New Space. En particulier, savoir si des nanosatellites, ce sont des petites constructions satellites qui tiennent dans la main, savoir si l'objet sur cette première image. Avec les problèmes aujourd'hui par rapport à la crise environnementale. On s'est mis d'accord sur
est capable de... spatial. Alors, c'était un Larsen. Je suis pas maintenant, vas-y. je peux parler. Ouais. Alors, épuisés, utilisables, qui ont été développés avec un grand succès finalement, avec peu d'argent, par des partenariats privés. Maintenant, reparle, vas-y. Allô, allô? Est-ce que sur le Zoom, c'est mieux? Allô? Quelqu'un sur le Zoom m'entend correctement? Ouais, voilà. Oui, ça marche bien. On est bon. Excusez-nous pour ce petit moment technique un peu compliqué. Oui, je sais, je veux juste qu'ils s'en aillent. Désolé pour toi. Encore une fois, on est voilà. Et ensuite... Non. Attends, c'est parce que pour le coup, on n'est pas en partage. Ici, je l'ai Ici. Voilà. Bon. Alors, je vais essayer de passer assez vite là-dessus, mais Falcon 9, New Shepard, vous en avez sans doute entendu parler. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'opérateurs privés. Certains imaginent que voilà, tout le spatial aujourd'hui se fait avec des opérateurs privés. Bon, ça a été une stratégie de la NASA suite à l'échec dans lequel elle se trouvait, puisqu'il avait tout misé sur la fin du XXe siècle, sur un vaisseau, sur un outil qui s'appelle la navette spatiale, vous avez sans doute entendu parler, et qui a été un échec industriel. Donc, les États-Unis se retrouvaient dans une impasse avec la Russie, finalement, qui a été pendant quelques années la seule capable d'envoyer des cosmonautes dans l'espace. Et la NASA a pensé une nouvelle stratégie qu'elle a lancée avec pas mal de moyens et beaucoup de détermination. Et un élément de cette stratégie, ça a été de proposer des parties de développement de lanceurs réutilisables. Et donc, on a deux opérateurs privés qui se sont présentés. Et typiquement, chacune de ces fusées que vous avez vues qui sont capables de partir, d'envoyer des données dans l'espace et pour la principale partie du premier étage venir se reposer et récupérer ces développements. L'opérateur privé a apporté à peu près la moitié du financement, c'est-à-dire qu'on avait un développement qui a coûté à peu près $1 milliard dans chacun des cas, qui était partagé moitié-moitié entre l'opérateur privé et la NASA. Donc, ce qui est impressionnant pour l'ancienne génération qui a vu les sommes qu'il avait fallu pour développer les lanceurs, et puis nous en Europe qui sommes aussi dans cette course, mais de façon plus classique avec notre série de fusées Ariane, Ariane 4, Ariane 5 et bientôt Ariane 6, c'est de voir avec quelle rapidité et finalement des sommes relativement modérées, ils ont réussi à développer ce lanceur auquel on rêve encore côté européen. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas seulement de l'argent. Et ce que le public a apporté dans cette affaire,
c'est des savoir-faire et des procédés issus de 40 années de développement civil et militaire. Le gouvernement américain a mis dans les mains de ses opérateurs tous ces outils de savoir-faire. En particulier, pour avoir une fusée qui, comme sur cette image, vient se reposer pratiquement sur le pas de tir à Cap Canaveral, ben, on a un moteur qui est capable, qui est extrêmement modulaire. Ce qui concerne la puissance, la poussée du moteur, on peut l'allumer, on peut l'arrêter à volonté. Voilà, et ça, c'est un moteur qui n'a pas été inventé par les constructeurs en question. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont le résultat de 50 ans de progrès successifs dans le domaine des constructions spatiales qui ont été récupérés. Donc 50%, bien sûr, c'est la subvention publique. Et puis aussi, bien sûr, ce sont des commandes. Il faut savoir que dans la sphère américaine, les opérateurs de lanceurs bénéficient d'un nombre très important, dont 80% de commandes publiques. Côté européen, c'est plutôt de l'ordre de 40-50%. Ça fait une grosse différence. Le privé, lui, a porté ses 50% de fonds propres, et puis il bénéficie d'une possibilité d'exploiter par lui-même, ce qui est extrêmement nouveau, c'est-à-dire qu'on a un privé qui peut faire des lancements sans contrôle sur la sécurité comme dans l'aviation civile, hein, on ne lance pas comme on a envie de lancer. Mais bon, sur ses fonds propres, il peut décider de faire des lancements, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des lancements qui peuvent être commerciaux ou ces lancements touristiques que vous avez pu voir. Ce qui a aussi été très remarqué, c'est que bon, les militaires, c'était quand même, qui sont des gens plutôt conservateurs, avaient plutôt prévu de continuer à avoir comme opérateur de lancement le gros industriel américain, qui quelque part doit faire partie du groupe Boeing. Bon, SpaceX a attaqué l'État américain par rapport à ça, et il a obtenu gain de cause. C'est-à-dire que maintenant, il peut aussi avoir accès au lancement militaire. Voilà, donc Falcon 9, le Shepard, le vaisseau Dragon font véritablement faire un bond en avant spatial américain. Et l'Europe essaye de suivre avec Ariane 6 et les subventions pour développer le réutilisable. Bon, pas de chance. C'est juste de changer de slide, je vais y arriver. Hein. J'en profite aussi. Voilà. Je te redonne. Alors, une petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est à gauche un drone, à droite cette fusée qui vient, en principe, ça fait le petit film que vous avez dû voir, c'est-à-dire que la fusée vient se reposer sur une barge qui est dans une mer démontée. Et quelque part, ça, moi, ça me fait vraiment penser à un drone qui arrive à se stabiliser dans un vent, la manche à air là, qui est vraiment, qui montre qu'il y a beaucoup de vent, et le drone, lui, bien sûr, arrive à répondre. Ça, quelque part, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ça? Il y a de l'automatisme, puisque le drone, finalement, il n'importe pas des technologies extrêmement nouvelles, ce qui a permis, je pense, je ne suis pas spécialiste, mais de pouvoir inventer les drones, alors que moi, quand j'étais gosse, ça n'existait pas, ces objets-là. C'est la capacité à pouvoir programmer un automate dans quelque chose qui est extrêmement miniaturisé. Et ces aspects d'automatisme, et maintenant on parle d'intelligence artificielle, bon, je pense qu'on est un petit peu entre les deux. Voilà, c'est ça qui permet d'avoir ce genre de vaisseau, mais avec des dimensions qui sont extrêmement importantes, hein, et qui va pouvoir se reposer sur la barge. À chaque fois, c'est il faut cliquer un coup au milieu. Attends, je vais les accepter. Ah. J'en profite. Il y a quelques slides de New Space, du rêve et de l'espoir. Alors, bien sûr, pour des nouveaux marchés déjà percuteuses, à court terme, on imagine, beaucoup de gens imaginent un Internet global et bon marché. Ce sont, pour les projets les plus importants, la constellation Starlink.
de SpaceX, qui vise à avoir à peu près 10 000 satellites en orbite pour faire de l'Internet sur toute la planète à un débit raisonnable. C'est le projet OneWeb qui a été qui est vraiment mené par un milliardaire, Greg Wheeler, et des investisseurs. Parmi ces investisseurs, on a vu Airbus, qui je pense maintenant s'est retiré pour un projet du même type. Ce sont aussi des images de toute la planète chaque jour et à chaque heure. Alors là, je ne peux pas vous passer le détail, c'est extrêmement mouvant. C'est une industrie de start-up qui a démarré en Europe, mais qui s'est concentrée finalement beaucoup en Californie et peut-être le leader, j'espère que ça s'appelle encore aujourd'hui, Planet Labs. Ça change extrêmement rapidement parce que les fusions-acquisitions dans le domaine sont très courantes. Et aujourd'hui, Planet Labs, qui est basé à San Francisco, possède 350 nanosatellites qui ont été lancés. Ce sont des nanosatellites, donc c'est des nanosatellites de 3 unités, c'est-à-dire qu'on a 3 cubes de 10 cm par 10 cm qu'il faut tenir dans la main, et qui constituent un petit système autonome en énergie, en communication, et qui est capable de fournir des images plusieurs couleurs de la Terre. Donc, 350 ont été lancés, mais 200 sont actifs. L'idée, c'est aussi que ce qu'autrefois, je reviendrai dessus, on mettait dans la fiabilité des composants, aujourd'hui, on se permet de construire moins fiable, mais par contre, on a de la redondance, et du coup, les satellites et puis satellites, on se permet d'en lancer beaucoup et d'en perdre quelques-uns. Aujourd'hui, 200 sont actifs. Il y a ces gens-là ont acquis d'autres éléments d'observation qui sont plus importants, des sociétés Rapidae et SpaceX. Un autre exemple, bien sûr, Airbus et nos opérateurs européens ne restent pas sans rien faire. Et par exemple, je pense qu'aujourd'hui, Airbus investit sur ses fonds propres au-delà des commandes publiques pour les satellites d'observation de la Terre haute résolution. Je vais y arriver. Voilà, c'est l'image du déploiement de ces petits satellites qui viennent sur l'étagère. Vous voyez, avancement, prêt à être lancé. Ici, vous avez sur la droite un déploiement qui s'est fait à partir de la Station spatiale internationale. C'est intéressant de voir vraiment le contraste entre un bout de la station spatiale où on a un module justement qui permet de larguer des nanosatellites et ces deux petits doves qui partent de leur vie. Bon, les autres doves ont été lancés soit avec Soyuz, soit avec le lanceur indien, soit avec la fusée Electron, soit avec SpaceX. Alors, d'autres satellites d'observation, un peu plus gros, sont extrêmement impressionnants, mais voilà, c'est SkySat. Vous regardez bien l'image, en fait, c'est un film, une vidéo, cette image. Ça a été produit par un de leurs satellites. Moi, je la trouve assez spectaculaire. C'est un passage au-dessus de la ville de Dubaï, je pense. Et ben là, on voit un cas d'une prouesse technologique qui, finalement, ne semble pas, pour l'instant, avoir de débouchés commerciaux. Même si c'est quelque chose qui fait partie de notre science-fiction, science-fiction de notre jeunesse. Alors, peut-être ça vaut la passer celle-là. Parce qu'aux premières approches, on n'a pas forcément attention à tout. Voilà. Alors, il y a un avion qui passe par là, ça c'est sympathique. On s'aperçoit que les voitures sont en mouvement, tout de suite, ça s'arrête au feu rouge et puis elles redémarrent. Et ouais, le gros de l'avion. Et alors, vous avez la tour qui s'incline. Et alors, pourquoi elle s'incline cette tour? C'est simplement que le satellite d'observation, forcément, il est en mouvement. Il est en train de passer au-dessus de Dubaï. Et donc, dans le mouvement de la vidéo, il y a forcément le mouvement de la prise de vue dont l'inclinaison va changer parce que le satellite est en train de se déplacer. Voilà, donc aussi des contributions qui sont intéressantes, qui nous épatent, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de business model, qui auront peut-être été faites en pure perte. Bon, les investissements dans le spatial, on sait que c'est quand même par rapport à leur rentabilité. On a vu quand même quelques investissements qui ont été mis à mal par des innovations technologiques terrestres. Moi, je pense par exemple à l'Internet qui est arrivé par la perte torsadée de notre vieux téléphone dans les maisons. Donc, on a eu un Internet assez haut débit pour l'appel d'ADSL. Voilà, et le GSM, tout ça qui est en train quelque part de rendre totalement inutile la télévision satellitaire pour la plupart des utilisateurs.
Non, pas touche. Non, pas touche. Bon. Alors, je fais toujours du rêve et de l'espoir. Pour les affaires, bien sûr, encore plus spéculatives. Alors, je suis un petit peu désolé d'avoir cette. Je ne viens pas ici sur le mode le spatial, ça va être génial, on va aller exploiter les astéroïdes, on va explorer la Lune, on va explorer Mars. Ce n'est pas l'approche. Bien sûr, on entend beaucoup parler. Régulièrement, on nous contacte, les journalistes nous appellent, et pas plus tard que ce matin, parce qu'il y a une activité assez intéressante ce matin, vous avez entendu parler. C'est-à-dire qu'on a encore plus de débris qui passent autour de la Terre. Il semblerait que ce soit grâce à un essai stratégique des Russes de destruction d'un satellite. Ça a confirmé. Voilà, donc les journalistes nous appellent et puis quelque part on s'intéresse. Attendez, je vais y venir. Ce qui nous intéresse dans le spatial, c'est pas vraiment d'envoyer des hommes sur la Lune, c'est pas d'aller analyser les astéroïdes, d'aller voir s'il y a des traces de vie passées sur Mars. Ça, oui, ça nous intéresse beaucoup. Mais finalement, on est beaucoup plus sécure à y envoyer des automates que d'y envoyer des êtres humains. Voilà, l'espace au-dessus de nos têtes nous fait rêver aussi pour des raisons purement symboliques. On a un petit peu tendance à l'oublier. Symbolique du ciel et du paradis et de l'enfer sous terre. Alors qu'en fait, c'est un milieu très hostile. C'est un milieu plus hostile, je pense, que l'Antarctique ou que le fond des fosses océaniques, et personne n'imaginerait faire rêver les gens en les emmenant faire des séjours au fond des fosses océaniques. Voilà, je suis un petit peu désolé pour ce discours qui est un peu à rebours de ce qu'on entend partout sur les radios. C'est vrai qu'en tant que scientifique, parfois, c'est assez difficile de répondre aux questionnements par rapport à l'exploration spatiale. Alors, les économistes aussi font des prospectives. Et ce que vous voyez là, c'est une prospective économique de l'évolution des marchés spatiaux, telle que l'a vu un cabinet qui est Morgan Stanley Research, il y a quelques années déjà. Ils se sont projetés de 2016. Quels étaient cette année-là les revenus mondiaux on va dire, du spatial, de l'industrie spatiale, pour savoir en 2040. Donc, on a une croissance. Alors, on a des bouts de camembert qui font 100 milliards d'euros dans la partie gauche. Sur la partie droite, le gros bout de camembert Internet fait 400 milliards de dollars. Une petite souris qui manipule mon. Bon, donc on a quelque part une croissance qui est prévue. Bon, on sait ce que ça vaut hein, quand on se retournera en 2040, on verra ce qui s'est passé. Mais bon, ce qui apparaît vraiment de nouveau, et c'est pour ça que les milliardaires investissent, c'est l'Internet au débit au niveau global. Les gouvernements sont toujours prévus pour investir dans le spatial. Bon, ce n'est pas non plus la révolution. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans qui se passent là. Bon, on a une croissance, on a un nouveau secteur qui est l'Internet. Bon, c'est un chiffre d'affaires global qui se situe autour de 1 000 milliards de dollars, je pense. Voilà, 1 000 milliards de dollars. Effectivement, c'est l'économie d'un bon petit pays riche. Alors, le spatial évolue fortement. On a des perspectives économiques qui, fort légitimement, mobilisent toute l'attention des gouvernements. Et ben ça, c'est un problème pour nous, parce que c'est plus seulement un enjeu de suprématie scientifique et technologique. Mais, je vous disais, miniaturisation, autonomie, on va voir qu'elle nous offre de nouvelles perspectives scientifiques. Alors, je ne vais pas plus m'empêcher de passer par Shanghai, puisque quelque part, la principale, une des grandes nouveautés qu'on attend de l'utilisation du petit satellite, c'est les essaims, les constellations de petits satellites qui vont nous permettre de construire, par exemple, de très grands télescopes. Voilà, des outils d'observation qu'on ne pourrait pas faire avec le concept du satellite monolithique qu'on va placer en orbite géostationnaire ou au point de Lagrange numéro 2. Et voilà, ce que les Chinois font maintenant de façon courante, puis je pense que c'est aussi chez nous, ce sont des feux d'artifice à base de constellations et d'essaims de drones.
Ça, c'était à Shanghai pour le Nouvel An 2020. Bien sûr, la Chine, qui entend bien devenir la première puissance mondiale, avait terminé son spectacle avec cet homme qui marche dans le ciel. Et voilà, nous, qu'on imaginerait bien, nous, la communauté scientifique, un exemple moi, qui me fait particulièrement rêver, il est peut-être loin dans le temps, on verra après des choses qui seront peut-être plus faciles à faire. Ça serait une constellation de nanosatellites non-lunaires pour former un très grand radiotélescope. Voilà, des satellites qui tiendraient facilement sur cette table et qui, par interférométrie dans le domaine radio, permettrait de reconstituer des observations avec des images de la qualité d'un télescope qui serait plus grand que la Lune. Alors, c'est un petit peu de principe optique. Je ne vais pas y passer longtemps, je vais rechercher ça dans mes cours d'initiation à l'optique astronomique. C'est juste, pour ceux qui s'intéressent, l'image qu'on forme avec un télescope optique, avec une optique qui, par exemple, une parabole. C'est un dispositif complètement physique, analogique. Eh bien, avec un dispositif interférométrique qui est disposé à droite, vous vous arrangez finalement pour faire la même chose, sauf que la mise en cohérence des ondes qui arrivent du ciel, vous la faites une fois que vous avez détecté l'onde avec un dispositif, avec un calculateur, avec un supercalculateur. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs, pour rappel, je vais vous montrer quelques images de notre science actuelle. C'est exactement ce qui a été fait, alors non pas avec des petits télescopes dans l'espace, avec de grands télescopes du domaine millimétrique situés pour celui qui est le nôtre, celui d'Iram au sud de l'Espagne, au Pico des États, au Mexique et au Chili. Je pense que l'image a véritablement été principalement obtenue, l'image du trou noir, la première image de trou noir que vous avez dû voir passer dans la presse, avec une résolution angulaire qui permet effectivement de voir qu'il y a un disque de matière qui est en train de s'accréter, de tomber sur ce trou noir et qui, par le réchauffement, nous émet une onde lumineuse, c'est au centre de la galaxie Messier 87. Donc voilà, l'interférométrie avec des grands télescopes aux trois coins de la Terre. Alors il y a un projet aussi, c'est l'Event Horizon Telescope. Et bien sûr, ce projet va combiner des lumières qui vont venir de l'Observatoire au pôle Sud, à Hawaï et à d'autres endroits qui développent. La galaxie Messier 87, c'est un trou noir qui fait 7 milliards de fois la masse du Soleil et qui est à peu près grand comme notre système solaire. Et pour aller un petit peu plus loin dans la beauté de cette image, où est-ce qu'on est au cœur de Messier 87, là, vous avez un très grand bout de ciel photographié de façon à faire apparaître toutes ces galaxies qui sont relativement proches de nous, qui forment une espèce de super amas local. Et je pense que ce trou noir est au centre de cette grosse galaxie au centre de l'image, Messier 87, qui est une galaxie géante qui vit en symbiose avec ce trou noir. Et ce qui est extrêmement intéressant et qui est peut-être un tantinet angoissant, c'est qu'on peut faire la mesure des vitesses, des vecteurs vitesse de cet ensemble de galaxies dont nous participons. Nous sommes MW pour Milky Way. La galaxie la plus proche de nous, c'est Messier 31, Andromeda. Vous les voyez dans cet ensemble de galaxies qui sont l'ensemble du super-amas local. Et tout le monde, tranquillement, va vers Virgo et dans un avenir sans doute extrêmement lointain, va se retrouver mergé, rassemblé et aspiré par ce trou noir. Bon, excusez-moi pour cette petite aparté d'astronome. À quoi rêvent les chercheurs lorsqu'on leur parle de New Space? Donc, le résultat de notre exercice de prospective, c'est effectivement, je vous l'ai déjà dit, c'est pas d'aller en personne ni sur la Lune, ni sur Mars, ni nulle part ailleurs dans l'espace, sauf pour certains qui ont envie de vivre l'aventure. On est assez d'accord pour considérer que les automates et les robots feront beaucoup mieux. Bien sûr, quand on pense au New Space, on a peur d'une chose, c'est que les constellations, les Starlink, nous saturent le ciel. Alors, c'est un problème qui se voit bien, parce que c'est de l'optique dans le visible,
Mais alors, dans le domaine radio, c'est beaucoup plus grave. Il y a une propriété des ondes électromagnétiques qui fait que l'onde lumineuse, elle est assez directive, on arrive à la contrôler. Mais alors, l'onde radio, elle a tendance à se disperser dans toutes les directions. Et le vrai problème de ces satellites qui se multiplient et qui vont, bien sûr, puisqu'ils veulent faire des télécommunications d'Internet, même s'ils n'utilisent pas strictement les bandes de fréquences qui sont réservées aux radioastronomes, ils bavent sur notre, ils émettent tellement de puissance qu'ils vont aussi, par voie de fait, polluer les fenêtres qui intéressent les radioastronomes. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de construire des systèmes d'observation fiables, complètement inédits, avec constellations russes. Alors, les deux termes les emploient de façon équivalente. L'essaim, c'est quelque chose qui, on imagine l'essaim d'abeilles, qui va avoir une organisation qu'on peut contrôler. La constellation, ça n'impose pas forcément ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs nanosatellites autour de la Lune, autour de la Terre, qui ne sont pas dans des positions les unes par rapport aux autres qui vont être forcément contrôlées. Pour faire, on a parlé de très très grands télescopes d'astronomie, ou alors pour observer la Terre à haute résolution spatiale et temporelle. Alors, la haute résolution spatiale, on a des grands télescopes des optiques assez grandes qui observent la Terre en orbite basse. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est la capacité d'observer la Terre de façon récurrente. Et puis, je n'oublie pas aussi de mentionner qu'une autre mode d'utilisation des nanosatellites qui a été très bien identifiée, ça serait d'accompagner les grandes missions d'exploration planétaire de quelques nanosatellites pour des investigations locales poussées. Ah, c'est une petite... excuse-moi, je reviens à cette affaire de pollution du ciel lumineux. Vous avez à gauche l'observatoire de Lowell qui faisait une pause sur un groupe de galaxies et les Starlink sont passés. À droite, vous avez une simulation qui a été faite par Olivier Hennaut à l'ESO. Des satellites qui passent au-dessus de l'horizon. Ça doit se dérouler sur 24 heures en fonction de l'heure. Et vous avez des satellites qui sont lumineux, ceux qui sont éclairés par le soleil en jaune. Alors, bien sûr, les périodes où ça va être gênant pour l'astronomie, c'est après le coucher du soleil ou avant son lever. Une période où on a un nombre non négligeable de satellites qui passent au-dessus du télescope et qui vont être éclairés par le soleil. Et puis, ça va être d'autant plus gênant qu'on a quand même coutume de faire des pauses, des temps d'observation qui se mesurent en heures sur les télescopes. Et donc, ça augmente beaucoup la probabilité d'avoir un satellite qui passe dans le champ de vue. Alors, je me répète un petit peu. On peut faire des télescopes de très grande diamètre et de taille variable, aussi bien dans les domaines gamma, radio que optique. On veut bien sûr observer tous les compartiments, excusez-moi le terme, du système Terre, c'est-à-dire océan, atmosphère, continent, littoraux, avec une très bonne définition spatio-temporelle pour comprendre et modéliser la crise écologique et climatique. J'ai mentionné le complément à un vaisseau interplanétaire qui permet de donner des capacités supplémentaires lorsqu'on arrive sur cible. Des idées, des principes de base, c'est-à-dire relâcher de la fiabilité au niveau composant, c'est-à-dire utiliser des composants qui ne vont pas forcément être garantis pour 10 ou 15 ans, parce qu'on va multiplier les éléments, l'instrument dispersé dans la constellation, et donc on aura de la redondance. On peut aussi imaginer de la redondance au niveau des sous-systèmes. Et puis, on peut aussi remplacer la qualité de mesure au niveau du capteur par quelque chose que j'appelle la qualité système, qui est obtenue à la fois par la redondance et par le traitement des données lorsqu'on est sur un système multicapteur. Bon, typiquement, ce type d'algorithmie, il semble que dans nos téléphones, ce soit ce qui permet d'avoir des images de très bonne qualité. Par exemple, ceux qui ont accès à l'image brute qui sort du détecteur dans notre téléphone, ce n'est pas bon du tout. En fait. Ce sont des images assez vilaines. Voilà. Et les algorithmes corrigent tout ça. Et c'est un peu l'idée aussi que nous, au niveau scientifique, on a besoin de s'approprier toutes ces méthodes. Mais c'est vraiment une façon de penser les instruments qui commence à être radicalement différente de la façon dont on a toujours pensé les instruments. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé les instruments sous le mode on commence par le détecteur. On commence par le détecteur, et d'ailleurs, les opticiens nous disent, vous vous mettez à la place du détecteur et vous regardez à travers votre instrument vers le ciel.
Et là, aujourd'hui, il semble que la bonne approche, ce n'est pas commencer par un détecteur, c'est commencer par penser vos données. Commencer par penser, voilà, on est dans l'époque de la data, du big data. Hein. Les rois du pétrole, c'est ceux qui maîtrisent les technologies de l'information. Et quelque part, même si ce n'est pas de nature, ça se transpose aussi dans la construction de nos instruments scientifiques. Et c'est aussi pour ça qu'une des motus qui est sorti de cet exercice de prospective en 2019, c'était mettons la donnée au centre. Comme ça avait chez beaucoup de monde, on ne l'a pas écrit comme ça, on a écrit mettons la donnée aussi au centre. Voilà. Il n'est pas question d'éliminer le hardware et l'optique. Sur le problème de la revisite. La revisite, à partir dont on nomme la répétabilité des observations d'observation de la Terre. Alors, la limite, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'un satellite, par exemple ici un satellite par Hubble Space Telescope, alors heureusement, il n'observe pas la Terre, il observe le ciel, hein, c'est notre télescope spatial. Bon, mais s'il observait la Terre, il observait une petite bande autour de l'équateur, donc jamais les régions tempérées de l'épaule. Ça met 1h30, une orbite met 1h30, et puis quand on vient sur notre orbite, on est décalé. Donc on est sur une autre bande. On s'aperçoit que, bien sûr, pour couvrir les zones polaires, il faut prendre un satellite qui est sur une orbite polaire ou quasi-polaire. Bon, ben pour couvrir toute la surface terrestre, il faut 22 jours. Donc la solution pour aller plus vite, ben, c'est de mettre 22 satellites répartis sur ces différentes heures de passage. Et là, on pourrait imaginer cartographier la Terre en une journée. Donc, si on veut faire toutes les heures, donc, si ça par 24, il faudrait à peu près 528 satellites. Puis après, on s'aperçoit qu'on commence à peut-être avoir du recouvrement entre les zones d'observation possibles de ces différents éléments d'observation. Et en fait, on arrive à un chiffre qui est à peu près magique, c'est-à-dire en orbite basse. Pour observer en permanence toute la Terre, il faut à peu près 5000 satellites. J'ai dit observer, là, parce que nous sommes des scientifiques, mais c'est le même problème qui se pose en télécom, en Internet. C'est la raison pour laquelle les constellations projettent d'avoir 5000, 10 000 satellites, c'est ce qu'ils veulent couvrir toute la Terre, 24 heures sur 24. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire pour nos systèmes d'observation à partir du moment où on les fait avec des petits satellites. Alors maintenant, j'arrive à des exemples qu'on a mis en priorité dans cet exercice de prospective, qui vous concernent particulièrement à tous, parce que ce sont nos laboratoires qui sont à la tête de ces développements. Voilà, une priorité scientifique, c'était le projet Sequoiel. Eric, je ne sais pas comment on le prononce, puisque Eric est le principal de faire, il est présent et principal investigateur de ce projet. C'était le projet de faire la stéréoscopie des nuages convectifs au moyen de 3 satellites qui se suivent de façon proche sur une même orbite. Parce que, c'est quoi la question? C'est le développement convectif des nuages. C'est crucial à comprendre si on veut modéliser la façon dont ils réagissent au réchauffement climatique. Puisque la vapeur d'eau qui sort sur une gouttelette d'eau et en nuage, c'est vraiment le principal gaz à effet de serre. Voilà, donc prenez un autre satellite, ici vous faites une très jolie simulation de la façon dont, grâce à ça, on va pouvoir faire une vue en 3D de développement de cumulonimbus. Autre type de projet, ULID, qui est en leadership de ce projet, c'est nos amis du CESBio. Là, on veut faire de l'interférométrie. C'est le même concept que je vous avais présenté autour de la Lune, de l'interférométrie dans le domaine radio, en Vandel, pour être précis. Entre plusieurs petits satellites, chaque satellite se comporte comme une antenne de réception, et puis par combinaison des signaux, on pourra reconstituer une image de l'émission micro-ondes du sol avec une résolution angulaire qui sera d'autant meilleure que la distance entre ces petits satellites et les leurs. Vous avez à droite un exemple de ce qui s'est passé, par exemple, entre 2010. Alors, ça, c'était une mesure, j'imagine, réalisée avec SMOS, qui a été le satellite scientifique de l'ESA. Yann Kerr en est le principal investigateur au CESBio. Et donc, une prise de données qui permet de remonter à partir de ça à la salinité des eaux
et ici à l'humidité des sols. Et on voit par exemple entre ces 2 années une très forte évolution de l'humidité des sols sur l'Europe de l'Est. Voilà, donc de l'imagerie interferométrique par micro-ondes entre plusieurs nanosatellites. Je continue. Alors, bon, le paysage présente des projets qui nous font rêver. Après, on pourra discuter de la façon dont on va réussir ou pas à les mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mode où on est un peu déçu, c'est-à-dire qu'on est un peu sur le mode échec, hein, puisque nos agences ne nous suivent pas vraiment pour développer ces projets. Une autre priorité très importante par rapport au monitoring de l'impact de la crise climatique aux très grandes échelles, c'est le projet Mass and Reference Variations for Earth Lookout. Alors, à chaque fois, vous avez vu, hein, c'était des projets qu'on propose pour réaliser dans les prochaines années, donc avec peu de nanosatellites. Enfin, l'idée, c'est que les premiers qu'on va faire, on va les faire avec 2-3 nanosatellites, pour commencer par faire des choses faisables. Et après, une fois que ça marche, bien sûr, on a envie d'en avoir beaucoup plus. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais les objets utiles, ce sont 3 satellites qui sont sur une orbite basse et sur une orbite intermédiaire à quelques kilomètres, et qui vont faire, par mesure de position extrêmement précise, à la fois entre eux, par des systèmes optiques et par rapport au système de positionnement GNSS, Galileo et les autres, qui vont pouvoir faire la mesure très précise du champ de gravité terrestre. Et de cette façon-là, on a accès au déplacement des masses à la surface, en sous-sol, des glaces, la fonte des glaces, les eaux souterraines. Et on a aussi la façon dont les continents, on appelle ça le rebond continental, quand de glace qui était présente a fondu. Donc, par exemple, l'Amérique du Nord qui a été sous glace pendant la dernière glaciation, on a mesuré son mouvement vers le haut. Et bien sûr, sur les glaces qui sont en train de fondre aujourd'hui aussi. Donc, souvent, on a accès à l'information sur la masse de glace qui a disparu, mais à la déformation de la surface du globe terrestre. Quatrième priorité scientifique, là pour sonder le noyau à l'intérieur de la Terre, c'est nanomaxat. Ce sont des mesures de champ magnétique de très haute précision à bord de nanosatellites. Et vous voyez ces satellites avec une excroissance qui est un mât déployable qui porte justement un magnétomètre qui va permettre de faire des mesures de précision, sachant que si le magnétomètre était trop près du corps du satellite, il subirait des influences électromagnétiques qui ne permettraient pas de faire les mesures qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, un ou plusieurs nanosatellites, des mâts déployables, et par la mesure du champ magnétique, comme le champ magnétique est généré par des phénomènes physiques qui se passent à l'intérieur de la Terre, on a accès aux informations sur l'intérieur de la Terre. Voilà. Donc, on a toute la palette finalement des explorations possibles en observation de la Terre qui ont été priorisées lors de l'exercice de prospective et qui peuvent donner à des observations extrêmement intéressantes qu'on ne pourrait pas imaginer faire avec des gros satellites. Alors après, bien sûr aussi, des projets plus ambitieux pour explorer le système solaire. Je vous parlais de cette idée de mettre des satellites en accompagnement de missions spatiales vers des astéroïdes, vers des planètes. Alors effectivement, vous avez entendu parler, si vous avez suivi, que la NASA a construit 2 petits satellites, nanosatellites un peu plus gros que ça s'adresse sur la moitié de cette table, les Marco, qui accompagnaient la mission planétaire InSight, qui est allée déposer le sismomètre CEIS construit par la France sur la planète Mars, qui a donné des résultats absolument remarquables. Alors ça, c'est la mission scientifique. Mais donc, en accompagnement du vaisseau, ils étaient totalement autonomes pendant toute la phase de voyage de la Terre jusqu'à Mars. On avait les 2 petits satellites Marco qui ont prouvé que, voilà, une agence, si elle met les moyens, bon, alors on parle de sommes de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros, ben, elle est capable de compléter une. Alors là, l'utilité, c'est surtout faire une démonstration, parce que c'était quand même une première, surtout en interplanétaire. Et ils ont eu une utilité, je pense, au moment, puisqu'ils arrivaient près de Mars en même temps que la sonde descendait, donc ils ont servi de relais pour les communications vers la Terre. Alors, on a une mission décidée au niveau européen,
ça tombe bien. Tout ce que je vous ai montré, je pense que c'est la seule. C'est Comet Interceptor. Comet Interceptor, donc c'est la mission F numéro 1 de l'Agence spatiale européenne. C'est un vaisseau principal qui est accompagné de 2 petits satellites qui va aller se mettre en attente quelque part au loin de la Terre, au point de Lagrange numéro 2 du système Soleil-Terre. Qui se met en attente de quoi? Du Graal. On rêverait d'avoir un astéroïde interstellaire qui arrive dans le système solaire. Bon, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'on aura bien une comète qui va tomber, ce nuage très lointain des objets primitifs qui restent en orbite autour du Soleil. Et au moment où l'objet passe pas trop loin de l'orbite de la Terre, hop, on va, avec le vaisseau, les 2 petits nanosatellites, se rapprocher et aller quasiment frôler cet objet. Les nanosatellites étant un petit peu les avant-gardes qui vont prendre des risques. C'est eux qui vont passer vraiment au plus proche de la comète et qui prennent le risque de se faire détruire par la queue de la comète. Bien sûr, voilà, ce dont on rêve, l'accroche sur cette mission, c'est la possibilité d'avoir un objet, alors ça c'est bien sûr l'artiste, hein, de l'astéroïde Oumuamua, j'espère que je le prononce bien. C'est un astéroïde qui a posé beaucoup de questions parce qu'il avait une vitesse qui indiquait qu'il était quelque part détaché du Soleil, c'est-à-dire qu'il arrivait de l'espace interstellaire et il est reparti. Et il a impacté le système solaire vraiment dans les zones les plus centrales. Et puis, il avait une forme allongée parce que sa brillance optique était extrêmement variable. Et ça, on ne sait l'expliquer que si on a un corps en forme de cigare, donc un peu comme un satellite. Vous avez dû voir passer des satellites en été dont la brillance optique fluctue de façon périodique. Voilà. Simplement parce qu'en rotation sur eux-mêmes, la quantité de lumière qui nous renvoie varie. Voilà, et on a imaginé que même ça aurait pu être quelque chose conçu par des extraterrestres qui veulent visiter notre système solaire. Il y a d'ailleurs un collègue extrêmement sérieux qui a écrit là-dessus. Du coup, on le prend un peu moins au sérieux. Alors, les satellites d'aujourd'hui, aux nanosatellites du futur, j'ai voulu vous le visualiser. Il y a quand même un step à franchir qui va nécessiter quelques années, peut-être quelques décennies de développement, c'est la miniaturisation. À droite, le CubeSat, une unité de 10 cm par 10 cm. À gauche, ce qui est en train de se construire dans les ateliers d'Airbus, à 100 mètres d'ici. Alors, j'ai eu la chance, il y a quelques-uns, avoir la chance de visiter ça la semaine dernière parce qu'on allait voir nos satellites scientifiques. Actuellement, on a JUICE, donc la sonde européenne qui va partir vers Jupiter, qui est en cours d'assemblage de tests finaux. On a le satellite Euclide aussi, de cosmologie. Bon, ce sont des autobus. Et ce qu'on a vu, c'est Inmarsat 6. Inmarsat 6, c'est une commande industrielle, c'est un satellite d'une série qui permet de faire des télécommunications assez haut débit, j'imagine, typiquement pour les militaires sur les champs d'opération. Et alors, c'est quoi cet objet? C'est un réflecteur de 9 mètres de diamètre qui est déployable, une instrumentation dans un corps qui a vraiment la taille d'un autobus et des panneaux solaires qui lui donnent l'envergure d'un A380. Voilà. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui pour faire de la télécom au débit. Alors, c'est gros parce que c'est sur l'orbite géostationnaire aussi. Donc, on a 36 000 km de la Terre. Bien sûr que quand on vient à 400 km en orbite basse, on a besoin de moins de puissance pour faire la communication. Voilà. Donc, il y a des challenges, des optimisations qui se font de cette façon-là. Mais bon, il y a quand même un gros challenge de miniaturisation. Et la miniaturisation, je reviens là-dessus, c'est l'électronique. C'est-à-dire que, bien sûr, ces outils-là, ils vont utiliser le calcul de façon massive. Et le calcul, ça se fait dans des circuits électroniques. Ces circuits électroniques, ce n'est pas tellement qu'ils prennent de la place, mais ils consomment l'électricité. Voilà, d'où la taille des panneaux solaires.
Voilà, en plus, il y a des problèmes de puissance de communication. Je ne pouvais pas terminer sans vous parler d'une autre grosse affaire, là, la science d'aujourd'hui, l'actualité d'aujourd'hui. C'est un autre gros satellite qui a la taille d'un autobus, qui a coûté 11 milliards de dollars. C'est le James Webb Space Telescope. C'est là qu'il y a du son, chef. Et qui, là, vous avez mis en image, il n'est pas encore parti, mais il va partir donc, le 18 décembre prochain du territoire français, donc lancé par la fusée Ariane 5 depuis la base de lancement de Kourou. On va laisser tomber la musique. J'ai choisi là. Non, c'est pas bon, ça fait du Larsen. On laisse tomber la musique. Non, c'est pas bon. Voilà. Alors, c'est le Larsen là. Ah, désolé. Bon, mais vous pouvez regarder. C'est bon? Allô? Oui, c'est tout de suite. Même Martin est parti. Allô? Allô? On va pouvoir passer à la discussion. Je vous invite à aller voir cette petite mise en vidéo du déploiement de James Webb Space Telescope, qui bien sûr nous permettra de répondre à des questions qui nous excitent beaucoup sur le milieu interstellaire, les planètes en formation, les exoplanètes, les premières étoiles, les premières galaxies, les trous noirs, la cosmologie. Par l'observation invisible et l'infrarouge avec un télescope de 6,50 m de diamètre, vous voyez le déploiement. Toute cette étape de déploiement des protections thermiques, vous voyez en ce moment, et puis ensuite du télescope, ça va se faire pendant le voyage pour que ce télescope aille s'installer toujours au point de Lagrange préféré des astronomes, c'est le point de Lagrange numéro 2 du système Soleil-Terre, à 1 500 000 km de la Terre, la direction proposée au Soleil. Ah, mais j'ai pas terminé. Est-ce qu'on arrête à son? Ah oui, voilà. Bon. OK. La miniaturisation, elle a déjà commencé. Vous avez peut-être participé vous-même, vous avez entendu parler des centres spatiaux universitaires ou des centres spatiaux étudiants. Depuis 10 ans, ils ont fleuri dans nos universités et dans diverses écoles d'ingénieurs. Et vous avez ici la cartographie qu'on trouve sur le site du ministère. Donc à Toulouse, bien sûr, Montpellier, pour les centres peut-être qui ont déjà réussi à bien se développer. Et bien sûr, on utilise cette capacité à construire des satellites à partir de kits qu'on va acheter ou même soi-même en faisant la fabrication. Ici, vous avez l'assemblage, je pense, d'ISAT, qui a été développé en Project NES avec des étudiants et qui a été lancé, qui a fonctionné, qui a permis d'avoir des résultats. Voilà, l'objectif ici, c'est de former les ingénieurs qui vont être embauchés ensuite dans l'industrie des constructions spatiales, de les former justement parce qu'on peut prendre dans la main tous les aspects de construction d'un système satellite. Et après, ces gens-là vont construire les autobus que je vous ai montrés précédemment. Ça, c'est une chose. Mais on a pensé au CNRS qu'on doit faire un effort spécifique pour faire avancer justement, pour trouver des chemins pour un jour avoir des systèmes de constellation de satellites que je vous ai présentés précédemment. Parce que bon, les objectifs pédagogiques, c'est une chose. Mais par exemple, ce qui n'est pas très grave par rapport aux objectifs pédagogiques, vous ne comprenez pas. Vous avez quand même formé tous les étudiants, vous les avez intéressés au sujet. Voilà. Du point de vue scientifique, si ça ne marche pas, ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Donc, on voit que déjà par rapport à ces différents objectifs, on a jugé qu'il était nécessaire au CNRS en partenariat avec les universités. Alors, on commence en Île-de-France.
avec une fédération, justement, une fédération d'unités de recherche et de partenaires institutionnels, dont l'objectif sera d'amplifier le dynamisme de la communauté scientifique sur les nanosatellites, à la fois en sciences de la Terre et en sciences de l'univers. Voilà, en développant les objectifs scientifiques et techniques, en répondant aux enjeux du New Space et en fédérant et développant la communauté autour de ces nanosatellites. Alors bien sûr, vous allez faire comme moi, j'ai fait quand Coraline Hébert, qui est la leader de ce projet, m'a appelé, m'a dit, on va faire ça. Je dis, mais attends, il faut mettre les provinciaux là-dedans aussi. Bon, on a eu une bonne discussion. Et il se trouve que c'est vrai, aujourd'hui, dans les prospectives des labos qui font du laboratoire de recherche où il se fait du spatial, c'est plutôt sur l'Île-de-France, c'est effectivement en Île-de-France qu'on a des structures qui sont dans les mains des scientifiques et qui ont décidé de pousser l'idée d'utilisation des nanosatellites pour les recherches scientifiques. Bon, l'idée, c'est bien sûr pas de rester sur ce cercle Île-de-France, de commencer avec ses partenaires, et après, au fur et à mesure que Toulouse, Grenoble, Marseille, on n'en cite que quelques-uns, Bordeaux, voilà, déclarent leur intention de prendre aussi ce chemin-là, de les faire rentrer dans la fédération. Et là, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Tu n'as pas, en fait, tu as parlé beaucoup de projets, pas beaucoup de financement. Est-ce que les financements sont institutionnels? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est une frange du spatial classique? Comment tout ça peut se mettre en place? Parce que même si ça coûte moins cher, ça coûte cher. Alors, il faut poser la question pour le Zoom. Ils entendent Jean-Luc. Ils entendent? Non, mais ils ont entendu Jean-Luc? Oui, parce que Oli est capable de. Les financements. Bon, ben, désolé, mais malgré tous nos efforts, il n'y a pas de financement supplémentaire. Donc, les financements doivent être obtenus par les voies qui existent auprès des agences, sur la base des priorités scientifiques qui sont faites par les agences. Voilà. Et les agences, le CNES nous a déclaré qu'il n'y a pas de différence, de discrimination. Et il n'y a pas non plus de discrimination positive pour l'instant. On aimerait bien qu'il fasse un peu de discrimination positive parce qu'on sait bien que si on ne pousse pas les choses dans une direction qu'on pense qu'elle est prospective, en général, on arrive en retard. Alors, par contre, l'ESA a fait quelque chose. Hein. Alors, d'abord, il y a eu le Comet Interceptor, donc qui n'est pas vraiment du nanosatellite, mais il y a des éléments de nanosatellite. C'est un appel d'offres qui a été lancé dans cet esprit-là, c'est-à-dire que les 150 millions de l'appel d'offres pour sélectionner la mission numéro 1 mentionnait le fait qu'il fallait des éléments petits satellites. Voilà. Il y avait aussi partenariat avec le Japon. L'ESA fait plus que ça. En observation de la Terre, l'ESA a lancé un appel d'offres à 30 millions d'euros qui s'appelle Scout. D'ailleurs, ils vont lancer un deuxième. Alors, le problème qu'on a là, avec les sélections de l'ESA, c'est que ce n'est pas que sur cet appel d'offres nanosatellite. Hein. C'est qu'ils ne sélectionnent pas les missions qui sont nos priorités. Typiquement, on essaie tous à se dire que Nanomaxat allait être une des premières missions Scout. Il y a eu Scout 1, pas Nanomaxat, Scout 2, toujours pas Nanomaxat. Et on peut dire, je pense que je parle pour la communauté qui est dans cette salle, quelque part, on est un peu déçus par les objets qu'ils ont choisis. Enfin, c'est pas... Bon, et ce problème de sélection par les agences en observation de la Terre et puis en astronomie, des missions qui déçoivent les communautés scientifiques, c'est un vrai problème. Hein. Alors, c'est encore plus vif, je pense, en observation de la Terre parce que c'est un secteur qui, quelque part, n'est pas protégé. C'est-à-dire que l'observation de la Terre, ça sert à quelque chose, hein, ça peut faire du business. Voilà, donc forcément, l'agence, puisque dans ses missions, elle a la science, mais c'est une de ses missions. La principale mission, c'est de développer l'économie, l'industrie, qui va faire des constructions spatiales pour qu'on ne soit pas en retard, qu'on ne soit pas à la remorque derrière les États-Unis et la Chine maintenant. Et donc, bien sûr, quand l'observation de la Terre, les outils, ça peut être des outils applicatifs.
on voit bien qu'à chaque fois que même sur une application particulière, bon, on va se dire ça va être super, on pourra monitorer, allez, microcarb, prenons un microcarb, le satellite français principalement, je pense, qui va monitorer les flux de CO2. Ben, c'est super, forcément un truc comme ça a été, je pense, ça a été sélectionné au moment de la COP de Ségolène Royal, parce qu'on se dit, bah ouais, c'est super de monitorer le CO2, mais, alors, excusez-moi, arrêtez-moi si je me trompe, mais il semble que du point de vue de la compréhension des phénomènes physiques au niveau scientifique, bah, monitorer le CO2, ce n'est pas la top priorité de nos communautés. Voilà. Donc, on est typiquement dans un domaine où il y a de l'applicatif, il va y avoir du service pour le bénéfice de la société, mais là, on s'éloigne quand même des besoins scientifiques. D'où la difficulté. Et on est très, très déçu que l'ULID ait été arrêté, que Ciel ait été arrêté récemment, que Merlin, qui va faire les flux de CH4, là, ça vous intéresse, et là, c'est pas de la faute c'est un programme Merlin, c'est le CH4. Ouais. Donc, franco-allemand, Merlin est gelé. Parce que les Allemands ont des problèmes techniques pour développer leur lidar. C'est une époque difficile pour la science en observation de la Terre, et j'aimerais bien que mes collègues puissent s'exprimer là-dessus. Martin, je ne sais pas si tu vas donner ma question, mais c'est super tous ces projets. Mais moi, je me demande quand même quel est l'impact écologique de tous ces trucs. Est-ce que c'est raisonnable à l'heure actuelle d'aller envoyer tous ces trucs dans le champ? Alors, bon, nous, les scientifiques, on n'en envoie qu'un nombre modéré. Ça va. On n'est pas. Si on compte le nombre des satellites, je ne pense pas que ce soit les satellites scientifiques qui fassent le grand nombre. Alors, peut-être tu pensais au Starlink, à l'industrie et à l'utilisation de l'espace. Oui. Alors, ma position personnelle, c'est qu'on devrait déclarer l'espace comme on a déclaré l'Antarctique, zone protégée et réservée à l'exploration scientifique. Et ça, c'est une vue personnelle. La Lune, pareil. Oui, alors c'est bon. Après, il n'y a plus de limite et je ne vois pas trop, dans la période actuelle, effectivement, que je ne vois pas même de choses qui nous permettraient d'économiser de l'énergie, d'aller vers une économie justement qui soit soutenable et que l'espace nous aide pour ça. Pas évident. Quels sont les coûts typiques de nanosat entre charge utile, plateforme? Aujourd'hui, si tu veux faire un satellite qui fonctionne, tu veux faire un truc qui ne marche pas, quelques centaines de milliers d'euros, c'est bon. Hein. Le lancement vaut 100 000 euros. Tu prends auprès d'un broker, tu peux faire lancer ton 3 unités pour 100 200 000 euros. Et en général, tu mets autant d'argent dans la construction. Il y a quelque part, il y a des vases communicants. 400 000 euros, non, là, pour être réaliste, il faut quand même tabler sur quelques millions d'euros, je pense. Aujourd'hui, parce qu'il faut développer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vas pas les prendre sur étagère. Il y a des choses que tu auras sur étagère, mais souvent, tu vas t'apercevoir qu'ils n'ont pas été fiabilisés comme tu voulais, qu'ils n'ont pas le niveau de performance dont tu as besoin. Donc, comme on fait quand même des pièces sur mesure, après, quand tu dupliques, bien sûr, ça va être moins cher, mais pour le développement, je pense que tu n'échapperas pas à quelques millions d'euros. Et tu vas facilement aller sur 5 ou 10. Si vraiment tu veux faire un truc avec plusieurs satellites, tu auras plusieurs lancements. Parce que quand on lance, les met tous sur la même orbite, ok, ça va, là, avec qu'un seul lancement. Mais dès que tu veux faire des orbites qui vont se croiser, il faut plusieurs lancements. C'est quand même au moins un ordre de grandeur en dessous des sommes minimales dont tu as besoin pour faire un satellite comme on a l'habitude de les faire. Ouais. Oui, une question sur la durée de vie et la question des débris. Alors, nous, en France, on a la loi sur les opérations spatiales, c'est-à-dire qu'on est contraint par la loi. On ne peut pas faire. Donc, à nos satellites, typiquement, il faut qu'on garantisse le fait que soit on va le désorbiter, qu'il se détruise, soit que de façon naturelle, parce qu'il est suffisamment bas et parce qu'on a déployé une espèce de râteau là, qui va le freiner sur l'atmosphère, voilà,
Alors, je crois que c'est 20 ans. Il faut qu'ils redescendent avant 20 ans. Hein. Voilà, ça c'est très bien que cette réglementation soit agréée au niveau international. Je pense que c'est bien sûr, ça fait partie des discussions de notre agence astronautique internationale, qui est présidée par Pascal Ehrenfreund, d'ailleurs, qui est mon collègue. Mais voilà, on peut parler pour la France, on ne peut pas parler pour les Chinois, on ne peut pas non plus parler pour les Russes. Hein. Ben, ça dépend. Alors bon, tu as aussi des satellites qui vont avoir des capacités de propulsion. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose de contrôlable. La durée de vie, je veux dire, quand est-ce que ça va commencer à se détraquer? Ça dépend éminemment de comment tu vas travailler la fiabilité. Si tu prends, donc le premier, oui, je n'ai pas refait l'histoire, mais le premier SN Nanosat, en fait, c'était un smartphone que des étudiants ont mis dans un CubeSat, et je pense qu'il a marché pendant quelques minutes ou quelques heures. Voilà. Il a fait bip bip. C'est 20 ans pour redescendre et quelques minutes. Non, mais ça, c'est si tu ne fais aucun effort. Donc, on sait fabriquer. Aujourd'hui, l'industrie spatiale fabrique des composants qui résistent aux radiations. Bien sûr, ça résiste au vide, ça résiste aux contraintes thermiques, mais en plus, ça résiste aux radiations. Voilà. Et ça, c'est une part importante du coût des satellites, de plus en plus importante. Martin, tu as parlé pas mal du segment spatial. Qu'en est-il du segment sol? Est-ce qu'il y a aussi un new space au niveau du segment sol qui fait que c'est beaucoup moins cher, ou, etc. Parce que c'est quand même une partie importante. Oui. Alors, c'est des choses qui sont inventées. Et, par exemple, on a vu avec une de nos missions scientifiques développer un nodon, une mission d'astronomie, ça y est, j'ai tout en tête, aidez-moi. On a vu l'équipe mettre en œuvre le réseau mondial des radioamateurs pour récupérer ces données et lui renvoyer par Internet. Voilà. Et ça, c'est un exemple d'un. Voilà, ils ont inventé un modèle participatif du segment sol. XSAT. Merci, Driss. Après, on est quand même toujours là sur des satellites d'orbite basse. Donc, c'est quelque chose à développer. Et je ne vois pas que ce sera un problème technique. Bon, par contre, dès qu'on part au loin, ben forcément, il faut le faire avec un vaisseau mère, hein, et la capacité des communications avec la Terre. C'est après pareil pour l'analyse de données. Hein, sur l'analyse de données, ben, c'est clair qu'il y a aussi le participatif qui peut être intéressant. Bon. Juste à la fin, est-ce que tu nous encourages à aller vers du nanosat ou pas? Ah oui? Oui. Je pense qu'il faut qu'on continue le lobbying et que nos agences lancent des appels d'offres dédiés. À partir du moment où vous avez imaginé un système d'observation qui pourra faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, vous avez démontré que, par exemple, ça sera beaucoup moins cher qu'avec les anciennes méthodes. Bon. Et que ce système est intéressant scientifiquement. Et bien, faire des développements pendant 5, 10 ou 20 ans pour arriver à ça, ben, bien sûr qu'il faut le faire. Oui. Oui. Il faut être les premiers à faire des choses que les autres n'ont pas fait. Alors, on n'a pas de questions sur le Zoom. On m'a demandé, et apparemment, oui, d'ailleurs, tous ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Spécialistes dans la salle. Hein. Donc, vous pouvez aussi leur poser des questions. Au niveau militaire, est-ce que ça va avoir comme impact? On va pouvoir Alors, pouvoir
vers la Terre. Je pense que les gens vont pas forcément être tous d'accord pour partager ces images. Est-ce qu'il y a vraiment une coopération mondiale là-dessus? Les militaires, en général, on ne sait pas ce qu'ils font. La coopération mondiale, ils évitent de la faire. Bien sûr que les militaires s'intéressent à ça. Peut-être pas seulement pour observer, hein. Il y a aussi vous voyez, des petits satellites, regarder les gros, ça peut être intéressant. Bien sûr, toute la militarisation de l'espace, c'est quelque chose que personnellement je déplore. Je n'ai pas choisi de faire ma carrière, justement, dans la défense et dans l'armée. Donc, personnellement, c'est plutôt des choses qui m'inquiètent. Et bien évidemment, comme toute innovation technologique, les militaires le regardent et s'en emparent. Mais je ne saurais pas vous dire particulièrement les sujets qui les intéressent. Alors, on a essayé de discuter justement avec les gens du commandement d'espace qui font la prospective et pour savoir s'il y avait des sujets sur lesquels on aurait pu imaginer de discuter pour qu'on ne développe pas en parallèle des choses identiques. On a eu un premier contact et on essaie de continuer. Pour l'instant, on discute. Que chacun va vouloir communiquer le plus rapidement ou être sûr de ne pas se faire attaquer de communication, ces images. Vous ne voudrez pas que l'intérêt scientifique devienne secondaire par rapport à l'intérêt. Ah, mais alors, il y a 50 ans, le spatial, c'était vu comme étant de la haute technologie. Il y avait un peu de business, mais en fait, c'était fait par des subventions gouvernementales. Hein. Et puis, il y avait la science, le spatial et la défense. Donc, le spatial, c'était la défense, la science. Aujourd'hui, bien sûr que se rajoutent toutes ces perspectives de business. Et donc, forcément, la part de spatial n'est plus avant tout une affaire de science. Et puis les technologies ne sont plus non plus vues comme des technologies d'ultrapointe. C'est juste de la spécialisation technique pour aller en milieu hostile. Alors qu'il y a 40 ans, n'importe quelle construction qui partait dans l'espace, on pouvait la magnifier sur le mode, regardez, c'est une mesure technologique. Donc les temps changent. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. C'est clair que pour nous, pour trouver notre place, parmi plus de sujets, ça devient plus difficile. Parfois, à chaque fois qu'une agence se réorganise, en ce moment c'est au CNES, à chaque fois, on voit bien qu'ils essaient de s'adapter à ce qui est en train de se passer. Et nous, on a ressenti que quelque part, notre place, elle régresse. Moi, je voudrais faire un commentaire par rapport à un retour d'expérience par rapport à Oulid, qu'on a cité. Oulid, c'est un démonstrateur avec 3 nanosatellites pour démontrer la paternité non connectée en bande réelle en tant qu'activité. L'objectif à terme, c'était de mettre ensemble des nanosatellites autour d'un porteur plus pour mesurer les choses, la salinité de l'océan, les couches de glacement sur l'océan et d'autres applications. Oulid a été arrêté après une phase après avoir été arrêté dans la pratique scientifique. Et juste après, on a eu la mauvaise expérience dans une conférence internationale de voir un projet de la DLR qui est exactement notre projet. Donc, il faudrait bien, cet exercice national de perspective se transforme en quelque chose de plus solide, robuste, je ne sais pas comment dire, mais si c'est de présenter des projets pour qu'après les autres les fassent, nos exercices de perspective sont gratuits. Ah oui, je suis complètement d'accord. Non seulement notre prospective là est mise à mal, c'est clair. Bon, je suis un éternel optimiste, donc je me dis que si on les secoue suffisamment, ils vont finir par se rétablir dans la direction qui nous intéresse. Mais plus généralement, je pense que l'observation de la Terre scientifique est mise à mal en ce moment. Ça nous vaut d'ailleurs des relations assez tendues entre, on va dire, direction de la science, opération de la Terre, côté CNRS, et côté CNES. C'est contextuel, c'est un fait.
Et Martin, tu as montré une carte de France avec les acteurs académiques, Ouais. avec les stations universitaires. Est-ce qu'il y a une carte, alors évidemment, des acteurs industriels, les startups ou les industriels Oui. de plus grande taille? Oui, oui. Parce qu'il y a quelques années, là, dans le symposium européen des CUBSAT, il y a 2 ou 3 ans, j'y avais participé, et il y avait un gros trou au niveau de la France vis-à-vis des autres pays européens, avec cette chasse gardée du CNES. Depuis le CNES a un petit peu changé de philosophie. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur alors oui, il y a une cartographie du paysage des constructions nanosat et des potentialités de commande qui a été réalisée. Donc ça, on fait appel à le CNES, ça fait appel à un cabinet d'experts. On a cette information. Non, c'est fait. Hein. Ça date il y a 2 ans. On avait ça pour notre exercice de prospective, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le CNES a fini par bouger et à faire un partenariat public-privé avec Emeria pour développer une plateforme nanosatellite. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus. C'est vrai qu'en start-up et en nanosat, en France, on ne fait que démarrer, alors que des pays, Danemark, l'Angleterre, la Hollande, ont déjà des capacités assez sérieuses. Hein. Et quand tu lances un projet, bon, c'est bien d'aller voir les collègues toulousains, les collègues industriels toulousains, ex-collègues, et puis aussi, là, forcément, d'aller voir chez le nom du Danois, des Nordiques. Il y a des Nordiques qui sont assez bons en construction de nanosat. Oui. Le Polonais m'avait laissé un peu plus, mais pas convaincu, disons. À la journée, on avait vu une petite start-up à la journée PNST à Grenoble. Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet. L'Europe peut très bien aussi avoir beaucoup de difficultés à émerger, et comme dans d'autres secteurs, on peut se retrouver dans 20 ans avec une domination des constructions de Californie chinoise. Hein. Ouais. Parce que, par exemple, une histoire de start-up qui a démarré en partie d'IRAP, c'était la fondation de EarthCube. Oui, c'est ça. C'est un des premiers docteurs de l'IRAP qui a approfondi cette boîte là. Ça s'appelle Philippe Loire. J'ai plus son prénom. Bon, et bien, eux, au départ, ils sont partis bille en tête, on va construire des nanosatellites pour faire l'observation de France. Et puis, finalement, on s'en rendait compte que ce n'était pas la peine d'essayer de faire la compétition, refaire ce que les Américains avaient déjà fait, au niveau construction hardware. De fil en aiguille, aujourd'hui, ils sont sur la donnée, sur le renseignement. Et ça s'appelle prédigence. Derrière ma question, est-ce qu'il y a des recommandations pour les acteurs plus scientifiques pour la participation sur les CUBSAT? Bon, voilà, est-ce qu'on s'intéresse plus à la science et à la charge utile et on laisse les industriels faire la plateforme, gérer le segment sol, etc. Quelle est la recommandation? Alors, c'est assez clair. Ne développez pas une plateforme. C'est très coûteux en ressources humaines et financières. Donc, les industriels font ça. Occupons-nous de la science et de ce qui n'existe pas. En général, c'est la charge utile, c'est le concept. La charge utile, c'est pas que l'autre plateforme ne soit pas utile. Oui, non, tout à fait déconseillé de développer une plateforme. En plus, ce n'est pas nos métiers. Le système d'orientation, de positionnement d'un satellite, qu'on appelle le SCAO, ça n'a vraiment pas vocation à faire ça dans le labo. Merci à tous, en tout cas, pour ces bonnes paroles. On va clore ce grand séminaire. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Et si vous voulez réécouter, ce soir, 20h, salle Sénéchal, on vous donne rendez-vous avec Martin. Donc, c'est une très belle salle. Voilà, merci à tous. Et le 14 décembre, ce sera le prochain grand séminaire
et ce sera quelqu'un du JET, son nom m'échappe, évidemment. Donc ce sera sur les boues rouges et les pollutions de la Méditerranée. Voilà, de l'usine de Gardanne. Vous verrez ça aussi. C'est totalement autre chose. Merci à tous. Au revoir. Merci Martin. Merci.